Bonjour à tous, je suis Estelle Gessot, je suis directeur des assurances et de la prévention pour le groupe Hermès. Et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier sur les silent covers ou comment couvrir ce qui est peu, pas ou mal connu. Alors le sujet n'est pas nouveau, comme nous allons le voir avec Richard. De nombreux cas ont jalonné l'histoire de l'assurance récemment, qui ont abouti à chaque fois d'ailleurs à des évolutions de couverture. Et les sujets sont revenus sur le devant de la scène à 2 reprises très récemment, en 2019 pour les risques cyber, qui n'étaient pas explicitement couverts mais ni formellement exclus des polices, ce qui n'a posé de problème à personne jusqu'à ce que les sinistres apparaissent, sinistres dont personne n'avait anticipé ni la nature, ni la fréquence, ni l'ampleur. Si je m'inquiète. Et donc, ces polices ont été alors mises en jeu alors qu'elles n'avaient pas été conçues spécifiquement pour de tels risques. Ce qui a amené en novembre 2019 la CPR à demander aux assureurs de clarifier les définitions et la terminologie relative à ces risques. Le deuxième cas que nous connaissons tous, c'est la pandémie, avec les extensions de garantie de perte d'exploitation, qui elles aussi ont été mises en jeu alors qu'elles n'avaient pas été conçues pour cela au départ. Et la CPR a revu l'ensemble des clauses du marché. Et si une très grosse majorité excluait les risques de pandémie, il s'est avéré que 4% des clauses étaient ambiguës et ont nécessité ou nécessitent un arbitrage devant les tribunaux. Alors, comment faire en fait, pour définir ou clarifier quelque chose du coup que l'on ne connaît pas? C'est ce que nous verrons avec Jérôme s'il revient. Je ne sais pas où il est passé. Et au-delà de ces aspects juridiques et de la problématique de se retrouver au tribunal avec son assureur, se pose la question de l'assurabilité, car ces expositions ont été non souscrites et non tarifées, et donc elles créent un risque non mesuré pour le portefeuille et peuvent aboutir à un risque systémique global. Alors, que fait-on? Quelles sont les solutions? Parce que nous, ce qui est important pour nous assurer, c'est de l'être vraiment pour les risques auxquels nous sommes exposés. Donc, comment peut-on trouver une solution qui satisfasse tout le monde? Alors, pour débattre de ce sujet, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir 3 intervenants de qualité. Richard Deguet. Merci Jérôme. Donc, Richard Deguet, qui est directeur général de Liberty Specialty Market pour la France. Jérôme Kuhlmann, professeur émérite de l'Université de Paris-Dauphine et président fondateur de l'Institut des assurances de Paris-Dauphine. Et Stéphane Penet, directeur général adjoint de France Assureur, donc ex-FFA. Messieurs, je vous laisse la parole. Merci Estelle. Alors j'ai regardé mes slides ce matin et en fait je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans les 40-50 dernières années, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a eu des gros événements qui ont jalonné l'histoire de l'assurance et ont fait évoluer les contrats. En revoyant mes exemples ce matin, je me suis dit qu'il n'y avait que des morts. Je vais vous parler de morts tout le temps. Donc je suis désolé pour ça, mais j'ai rien trouvé d'autre. C'est pas toujours très gai. Alors tu as parlé de garantie silencieuse. J'aime pas trop le mot, même si c'est le mot qui est employé. Je dirais plutôt de garantie ou de couverture non assumée, en fait. Dans la réalité, ce qu'on a vu avec le Covid ou le cyber, ou même avant, c'est des assurés qui ne pensaient pas avoir un tel sinistre et des assureurs qui ne pensaient pas couvrir un tel sinistre. Et une fois qu'on est confronté à la situation, on regarde les contrats et on voit comment c'est écrit, ou pas écrit, ou surtout très mal écrit. Et je pense que personne n'a échappé à ce constat. Ceci étant, si on fait un retour sur l'histoire, alors j'avais mis au début « c'était mieux avant ». Je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation, mais ce n'est pas la première fois qu'on a ce type de situation. Alors je ne vais pas tous les prendre, comme ça permettra à Estelle de me flageller si je dépasse le temps. Mais juste après la guerre, les garanties responsabilité civile étaient illimitées en corporel. D'accord ? Donc je ne suis pas remonté plus loin que les époques de Jérôme. Donc je commence en 1959. Les garanties RC sont illimitées en corporel. Et il se passe un dommage qu'on appelait le barrage de Malpasset, qui est à 10 km au-dessus de Fréjus, qui 5 ans après sa construction s'est effondré. 12 minutes pour arriver à Fréjus, 423 morts.
certainement peut-être une plus grande catastrophe française. À ce moment-là, les assureurs ont décidé de garder le principe de l'assurance illimitée en corporel, sauf action du feu, de l'eau, du gaz, les explosions, les atteintes à l'environnement, enfin tout ce qui pouvait être les gros trucs. Furiani, 92, 19 morts, 2400 blessés, et encore une fois, un illimité qui posait des problèmes. Et on se retrouve avec la FFSA, c'était le nom que ça portait Stéphane à l'époque, qui demande la suppression de la cause dommage exceptionnel et par voie de conséquence, l'arrêt de l'illimité en corporel. À chaque fois, on est sur des sujets sur lesquels personne n'avait accepté ou anticipé ou assumé la magnitude, l'ampleur ou même la possibilité d'arriver. Autre sujet pour expliquer ça, les atteintes à l'environnement. Deux gros sinistres mondiaux, un européen, l'autre pas européen. Seveso en 1976, dans le nord de l'Italie, qui a donné lieu à un certain nombre de directives, et Bhopal en 1984, sur lequel on recense aujourd'hui entre 25 et 30 000 morts, avec l'entreprise qui avait d'ailleurs demandé aux salariés, aux employés, de revenir sur le site le lendemain, avec des grèves, et ça a pas mal changé. Tous les assureurs RC se sont dit on couvre l'environnement dans la responsabilité civile. On ne s'attendait pas à ça. Et on arrive en 1977 à la création du GARPOL, en 1989 à la création d'Assurpol, en 1990 l'exclusion à peu près dans les contrats de RC Général des dommages de pollution, d'abord pour les sites soumis à autorisation, les sujets de pollution graduelle. Et aujourd'hui, dans l'absolu, une solution assurance marché qui existe auprès d'assureurs traditionnels en dehors des pools. Les rapports sociaux. Je pense que dans les années 80-90, toutes les polices de responsabilité civile générale accueillaient les réclamations faites contre le souscripteur, qu'elles émanent des tiers, clients ou même de leurs employés. Et on a vu des employés donc mettre en cause leur employeur sur des problèmes de discrimination, de harcèlement, qui n'est pas du tout ce que l'assureur RC Exploitation envisageait d'accueillir dans sa police, surtout quand ils ont vu la magnitude de certaines class action aux États-Unis. Encore une fois, couvert, mais pas du tout dans l'intention de la couverture des assureurs. 90-95, création des polices IPL, rapports sociaux, employeurs, pour accueillir ce que les assureurs en RC Général excluent désormais complètement. On a eu le même sujet sur les punitive damage, exemplary damage. Aujourd'hui, on les couvre à un moment. Les gens se sont dit, mais ça va peut-être coûter 10 fois ou 15 fois ce que coûte l'indemnisation. On a trouvé d'autres solutions, parfois avec des polices spécifiques punitive damage. Mais à chaque fois, il y a eu des litiges de cet ordre. Le risque de développement, peut-être Stéphane et Jérôme vous en parlerez. J'en ai pris un pour l'illustrer. Ce qu'on appelle une histoire qui s'appelle les filles DES. C'est l'histoire du Distilben. C'est un œstrogène qui était conseillé aux femmes enceintes pour éviter les fausses couches. Ça a été administré en France de 55 à 77 et ça crée des malformations chez les personnes et les enfants. Dès lors qu'elles atteignaient 18-20 ans, ce sont des milliers de femmes qui sont concernées. Et on estime que cet œstrogène ne va pas se dissiper du corps humain et des descendances pendant 5 générations. Donc là, on est clairement en présence d'un risque de développement. Et pour l'ARC médicale ou pharmaceutique, le Distilben figure dans les exclusions aujourd'hui de toutes les polices RC. Je prends l'amiante, je ne vais pas m'étendre. Il n'y a pas eu vraiment de solution assurance, mais tous les États ont mis en place des pools, des fonds d'indemnisation. Celui en France s'appelle le FIVA, je crois, qui est le dispositif d'indemnisation des victimes de l'amiante et qui a été mis en place en 2000. Le terrorisme, alors j'ai fait une petite... c'est pas grave. Ouais. Donc entre février 82 et 86, il y a eu 13 attaques terroristes en France. Donc, je vous les rappelle pour l'histoire, il y a un petit peu de culture générale. Hein,
dans le train, le Capitole Paris-Toulouse, la rue des Rosiers à Paris, l'aéroport d'Orly, l'attaque de la rue de Rennes, le métro à Saint-Michel, c'est le dernier en 86 pour la rue de Rennes, 95 pour le métro Saint-Michel. Là aussi, qu'est-ce qu'on fait de l'indemnisation des victimes? Création du fonds de garantie des victimes d'attentats, le FGTI, en 86. Et le 11 septembre, a créé la fondation du Garéat pour le dommage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois, il y a eu un événement qui a créé un problème d'assurance et qui a créé une solution. Alors, ce réceptacle d'accueil, sur les rapports sociaux, ça a été l'IPIEL. Sur la pollution, c'était le GARPOL ou Assurpol. Le terrorisme, le Garéat, les événements naturels, les CatNat. Les victimes de terrorisme, et bien plus d'ailleurs, aujourd'hui, FGTI, FGAO, l'amiante, le FIVA. Il en reste deux, la Covid et le cyber. Sur les derniers événements, Gilets jaunes, violences politiques. Alors, Gilets jaunes en France, mais Black Lives Matter aux États-Unis, les protestes à Hong Kong, on se retrouve toujours avec des sujets qui peuvent trouver l'écho dans des polices terrorisme et violences politiques. Donc, comme je dis toujours, il y a toujours eu un réceptacle d'accueil, soit une police d'assurance, soit un fonds. Et ce fonds, il peut être soit totalement étatique, soit public-privé entre l'État et les assureurs, comme le Garéat, qui est réassuré par les assureurs, qui peut être financé par le contribuable ou financé par des primes ou par des fonds. Je crois que le FGTI, c'est 5,90 € par police. Il y a 83 millions de polices en France. Si on arrondit, ça doit faire à peu près un demi-milliard d'euros. Somme des attentats de Nice. On doit être dans les 200, 300 peut-être millions. Voilà. Donc imaginez que ça ne soit pas Nice, mais le 11 septembre, il n'y a juste pas assez d'argent dans ces fonds. La problématique du cyber et de la pandémie, c'est la magnitude. Sur la pandémie, Stéphane a travaillé sur des réflexions sur la mise en place d'un processus ou d'un process ou d'un mécanisme qui pourrait plus s'appeler le CATEX. Je crois que si on fait la somme de la PE France, du pays France, sur 2020, allez, 250 milliards à peu près, Stéphane, à 10% près, on doit être dans ces eaux-là. 250 milliards qu'on a dit, les assureurs vont le payer. Je pense que la collecte des primes en France, assurance vie y compris, doit être de 250 milliards. Je pense que c'est à peu près 5 fois les primes IARD qu'il faudrait collecter pour prendre en charge la perte d'exploitation CATEX en France, pandémie en France. Donc je pense que la solution, elle n'est pas, à mon avis, dans l'assurance pour la pandémie. En ce qui concerne le cyber, tout le monde a peur du risque systémique. Or, la branche est déjà déficitaire, alors qu'on n'a pour l'instant pas eu de sinistre systémique. Donc imaginez que les sinistres actuellement deviennent systémiques. Si l'assurance n'est déjà pas la solution pour un risque qui ne l'est pas, mais qui le deviendra, je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait de martingale et de solutions sur ces deux sujets. Ce qui est certain en revanche, c'est que sur ces points-là de pandémie, je pense que ces sujets ont ramené un peu d'humilité pour nous, les assureurs, les assurés et les courtiers. Il faut admettre quand même que quand on avait ces sinistres, personne n'avait lu ou relu les exclusions qui étaient dans les contrats. Tout le monde disait il y en a une. Alors des fois, il y en a même 2, 3, un peu dans les CG, un peu dans les CP, rédigés, comme je le dis souvent, avec les pieds. Et problème. Donc je pense qu'il faut revenir peut-être à un peu de relecture des polices. Et si d'ailleurs les polices pouvaient être émises avant les prises d'effet, ce qui est quand même quelque chose sur lequel on est particulièrement mauvais dans l'assurance, notamment dans les grands risques, je pense que ça aiderait. On a un problème de qualité
Comme je dis, heureusement, on fait de l'assurance, on ne fabrique pas des fusées, sinon ça serait un peu plus compliqué, quoi. Voilà. Ah, demain. Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais les sujets que je vois demain, les PFAS, qui sont un produit perchlorofluoré, donc carbone fluor, qui sont des produits qui sont à peu près dans beaucoup de biens, qui soient alimentaires, cosmétiques. Ces biens sont dangereux, ces produits sont dangereux, ils sont à peu près interdits partout. Ils ont une demi-vie, c'est-à-dire qu'ils perdent la moitié de leur pouvoir nocif en 250 ans, donc ils sont encore là. Les Américains les appellent les Forever Chemical. Pourquoi ? Parce que F pour Forever, C pour Chemical, mais c'est aussi le cycle Mendeleïev du fluor et du carbone. Ces produits sont oranges dans la vraie vie. Vous les trouvez dans les élastiques des bocaux. Vous savez, ces bocaux. Voilà. Donc il y en a encore. Je pense qu'il y a à peu près quelques dizaines de milliards de dollars de class action aux États-Unis actuellement. Les opiacés sont un sujet que l'on voit poindre. Les problèmes liés aux crypto-monnaies, Bitcoin, ou même aux introductions en bourse en Bitcoin aujourd'hui. On ne sait pas où ça va, mais on le sent poindre. L'autisme, il y a plusieurs études aujourd'hui, ce n'est pas un jugement, je relais, qui estiment que l'autisme vient de produits, peut venir de... Il y en a qui disent que c'est un virus, il y en a qui disent que ça vient de ce qu'on mange, il y en a de plus en plus. Et donc il y a une raison. Cette raison, si elle vient à trouver son sujet d'un problème de responsabilité civile, ça va être énorme. L'intelligence artificielle, on ne sait pas trop où ça va aller. Le dernier point, qui lui, à mon avis, est devant nous, c'est l'inflation. Deux types d'inflation, l'inflation financière. À un moment, les indemnisations de quelque chose qui coûtait 10 va coûter 12 et 14. Il va falloir se payer ça. La deuxième, c'est l'inflation sociale. Hein. C'est le fait qu'une indemnisation donnée par un tribunal hier coûtait peut-être 10 millions. Elle coûtera peut-être 20 ou 30 millions. Dernière condamnation en date sur un sinistre auto, un chauffeur de camion aux États-Unis qui conduisait en téléphonant, bien sûr, donc particulièrement responsable, a dû verser une indemnité, et donc son assureur, de 980 millions de dollars pour un décès. Je ne dis pas que ça ne les vaut pas, mais c'est assez questionnant sur qu'est-ce que doit être le rôle et la pérennité de l'assurance sur de tels sujets. Voilà. Alors, je n'ai pas été très gai. Normalement, je suis beaucoup plus enjoué, à défaut d'être enroué. Mais je vais passer la gaieté à Jérôme. Oui. Merci. Donc, Jérôme, est-ce que tu peux nous éclairer sur le point de vue du juriste et les difficultés de rédaction ? Moi, j'ai plus le moral. Hein. On ne devrait jamais commencer par Richard. Alors, là, ça s'appelle la vision du juriste. Ce qui veut dire que j'ai des visions. Les étudiants savent quelque chose. Alors, je suis désolé, j'ai plus de voix. Pourtant, j'ai été très raisonnable. Je me suis couché à 4h30 avant-hier et à 2h30 ce matin. Et là, je n'ai plus de voix. C'est bête. Alors, c'est où ? Moi, j'aurais préféré pas. Enfin, bon. Non, mais sans slide. Bon, alors, moi, mon sujet, c'est les risques immergés. C'est donc ce que vous voyez là. C'est El Calafate en Argentine. Photo de l'auteur. Donc, on commence par les risques immergés. Ensuite, on arrive aux risques émergents. Et puis, on termine par les risques émergés. Alors, parler de risques immergés et de traitement des risques immergés dans un contrat d'assurance, c'est un peu bizarre parce que théoriquement, quand c'est immergé, on ne sait pas ce que c'est. Comment voulez-vous parler de ce que vous ignorez totalement ? En parler ou le mettre par écrit. Alors, il y a des gens très doués pour parler de ce qu'ils ne connaissent absolument pas, mais ça n'est pas notre cas. Nous sommes rationnels. Donc, en réalité, quand je parle de risque immergé, on se doute de quelque chose. On se doute de quelque chose. Et on a envie de le traiter par un contrat d'assurance. Alors, je vais bien évidemment présenter ça un peu du côté de l'assureur. Mais comprenez bien que, de la sorte, je vais parler à la fois de l'assureur et de l'assuré. Le tout, c'est de penser qu'on a des gens de bonne foi l'un en face de l'autre, l'un avec l'autre,
l'assureur et le souscripteur, et qu'ils essayent de mettre par écrit ce qu'ils ont dans leur tête en commun. Alors, le risque immergé, le sous-titre, c'est comment gérer un risque inconnu. Encore une fois, ce n'est pas complètement inconnu, sinon on ne peut rien faire. On a quand même quelques idées. Alors, on peut prendre des exemples. Le mot cyber, on en reparlera pendant le débat probablement, hein, parce que j'ai des exemples à donner, mais ce serait trop long là. L'amiante. Tu n'as pas cité le passage à l'an 2000. Vous savez, l'arnaque, la magnifique et le bug de l'an 2000. On se disait, ça ne va pas passer. Bon, ça sont des risques immergés. On n'a pas de sinistre pour l'instant. Alors imaginons que l'assureur, en accord avec l'assuré, décide d'exclure. On ne connaît pas, on ne sait pas tarifer, on n'a pas de statistiques. Donc on l'exclut du contrat d'assurance. Comment faire? Alors ce que l'on voit, c'est l'appel à des notions que j'ai appelées génériques. Un risque générique. Les conséquences du passage à l'an 2000. Les conséquences de l'amiante. On a vu cela. Eh bien, c'est gentil, ça. Bon, d'accord. Alors, comment faire? On met l'exclusion. Le problème, c'est que quand on prend un risque générique et qu'on l'exclut, il y a de fortes chances pour qu'il ne soit pas conforme aux exigences de l'article L113.1 du Code des assurances. Toute exclusion doit être formelle, c'est-à-dire claire, précise, sans équivoque, et limitée, c'est-à-dire pas balancer à l'extérieur la plus grande partie de la garantie. Tout le monde connaît ça. Le problème, c'est qu'on peut tenter de le faire. Peut-être que cette exclusion, qui est un pis-aller d'un risque générique, sera annulée par le juge, car non formelle et limitée. Mais en tout cas, on prend le risque. Alors le problème, c'est un changement de jurisprudence du 17 juin 2021. Le 17 juin 2021, révolution à la Cour de cassation. Comme vous le savez, quand on prend un contrat d'assurance et qu'on regarde les exclusions, assez fréquemment, voilà, c'est un exemple, on va avoir mention de risques émergents ou émergés sur lesquels on peut mettre un nom. Alors là, vous avez un exemple. La lombalgie, on sait ce que c'est, la sciatalgie aussi, la dorsalgie, la cervicalgie, hein, le mildiou, la myxomatose, enfin vous ajoutez tout ce que vous voulez. C'est connu. Donc ça, ce sont des clauses précises. Ce sont des exclusions formelles et limitées. Et puis on ajoute le fameux risque générique. Là, il est un peu caricatural, mais c'est vraiment de la jurisprudence. C'est les autres mal de dos. Autre mal de dos, tout autre mal de dos. Jusqu'à une date récente, en tombant sur ce genre de clause, qu'est-ce que disait la Cour de cassation? Le cas numéro 1, c'est bon, exclusion formelle et limitée. Numéro 2 aussi. 3, oui. 4, oui. Ah, autre mal de dos. Ça, c'est pas formel et limité. Donc on l'annule. C'était une jurisprudence classique. Assurance contre le risque de vol. Exclusion quand l'assuré a laissé les clés sur la porte, les clés dans la boîte aux lettres, les clés sous le paillasson ou tout autre lieu aisément accessible. On comprend très bien que les 3 premiers cas aient été jugés formels et limités, clés sur la porte, sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, et que le dernier, tout autre lieu aisément accessible, c'était jugé ambigu, c'est pas clair. Donc, arrêt de la Cour de cassation, on laisse les 3 premiers cas, pas de problème, ils sont exclus, et on enlève, on éradique ce qui n'est pas formel et limité. Et le 17 juin 2021, un arrêt, alors pour les juristes, vous voyez que c'est marqué FS plus B plus R. R, c'est l'arrêt qui a tous les honneurs, parce qu'il va être publié au rapport annuel de la Cour de cassation et commenté par la Cour de cassation. C'est vraiment l'arrêt 5 étoiles. Donc là, vous le voyez, on a à la queue leu-leu, je le précise, à la queue leu-leu, cette exclusion-là. Avant le 17 juin 2021, la Cour de cassation aurait dit tout autre mal de dos, c'est pas précis, on l'enlève. Mais on laisse le reste. Là, vous lisez, j'espère que vous arrivez à lire, cette clause des gna-gna,
dès lors qu'elle mentionne, et tout autre mal de dos, n'est pas formel et limité. Avant, on faisait de la frappe chirurgicale, comme les Anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, aujourd'hui, c'est le tapis de bombe, comme les Américains. Boum, on efface tout. Alors, je veux juste insister sur une chose. Les assureurs mettent sur le marché des tout risques saufs. Dans une tout risque sauf, et même dans une péril dénommée, du reste. Imaginez 3 pages d'exclusion. 3 pages d'exclusion. Imaginez que l'on ait, il faut lire le texte, cette clause d'exclusion. L113.1 ne parle pas de clause d'exclusion. L113.1 parle d'exclusion. Imaginez que l'on ait première clause, exclusion 1, lombalgie, on va à la ligne. Exclusion 2, sciatalgie, etc. 5 clauses d'exclusion. Non pas à la queue leu, mais avec un retour à la ligne à chaque fois. Si la Cour de cassation est logique, elle va dire il y a marqué autre mal de dos, il y a tout qui tombe. Alors maintenant, vous prenez une police d'assurance tout risque sauf, vous regardez les 3 pages d'exclusion, et on a la fameuse exclusion de l'atome, là. Toute désintégration de l'atome, truc absolument imbitable, qu'on trouve dans toutes les polices. Ben, la Cour de cassation, avec ça, si elle veut faire tomber les 3 pages d'exclusion, elle dit, mais dites donc, il y en a une qui n'est pas formelle et limitée, l'histoire de l'atome, qui va comprendre ça? Et elle va donc faire sauter toutes les clauses d'exclusion. C'est un arrêt 5 étoiles, c'est un arrêt 5 étoiles pour l'incohérence mentale des gens qui l'ont rédigé. C'est une aberration. Alors maintenant, on va passer au risque émergent. Alors le risque émergent, ça y est, on le voit. Et on arrive à mettre un nom dessus. Du moins, c'est ce qu'on espère. À ce moment-là, vous voyez, c'est les petits glaçons, là, les petits trucs. À ce moment-là, on met un nom précis, donc on peut exclure. Et ce sera, imaginons-le, formel et limité. Mais alors on le met quand? La nouvelle exclusion, si on est en cours de contrat, on va la mettre dans le contrat par un avenant. Il faut que l'avenant soit accepté de l'assuré. Alors, je ne sais pas, Richard, avec ta pratique, c'est une police janvier-décembre. Au mois de février, il y a un risque émergent. Tu te dis, flûte et zut. Mais on arrive à le nommer et tu proposes à ton assuré un avenant. Désormais, tel risque est exclu. On ajoute une exclusion. L'assuré dit oui? Non. Bon. C'est pour ça qu'on le fait au renouvellement, parce qu'en cours d'année, je pense que ça ne vaut même pas la peine d'essayer. Voilà. Donc ça va être au renouvellement. Et là, ce que Richard a dit est très important. Ça va être renouvelé au 1er janvier, en date d'effet quand même, pour pas qu'il y ait de trop. Mais on se met d'accord quand? Alors avant, très avant, c'est ce qui a quand même beaucoup choqué le marché l'année dernière, avec ces fameux avenants PE qui ont été proposés entre le 15 décembre et le 1er janvier, sur lesquels, dans la réalité, les assurés n'ont pas eu d'autre choix que de l'accepter pour des raisons pratiques, d'impossibilité de replacement. Ce que chez Liberty, nous n'avons pas fait, c'est vrai, mais ce que je considère comme un peu de violence commerciale malgré tout. Bon, donc il y a ce problème. Ça sera au renouvellement. Bien sûr, tout juriste va aussi penser, et même tout praticien, tout assuré ou tout assureur, à l'aggravation du risque. Le nouveau risque, là, le risque émergent, est-ce qu'il n'aggrave pas le risque couvert lors de la conclusion du contrat? Prenons les attentats septembre 2001 à New York, les avions dans les tours. Nouvelle forme de terrorisme. On n'y pensait pas. Alors, dans les grands risques, vous le savez, on peut avoir de la durée de garantie supérieure à 1 an. On peut avoir des durées fermes de 5 ans. On prend juin 2001. Le contrat est renouvelé pour 5 ans. Parfait, personne ne peut s'en sortir, c'est du grand risque, c'est ferme. Arrivent les attentats de septembre. C'est quand même, on peut le dire, une circonstance aggravante du risque d'attentat, parce que c'est un nouveau mode, cette histoire d'avion précipité dans les tours. Objectivement, ça répond
probablement la définition légale de l'aggravation de risque. Est-ce que l'assureur peut dire « je vais résilier pour aggravation » depuis la loi du 31 décembre 1989, il y a une condition, c'est que la circonstance nouvelle aggravante rende inexacte ou caduque une réponse donnée au questionnaire posé par l'assureur à l'assuré lors de la conclusion du contrat. Et là, avec mon exemple, est-ce que dans le questionnaire, encore faut-il qu'il y en ait un, n'est-ce pas Richard? Encore faut-il qu'il y en ait un. Y avait-il une question sur les attentats? Probablement pas. Et est-ce que le fait de précipiter les avions comme nouveau mode de terrorisme, est-ce que ça rend inexacte une réponse donnée lors de la conclusion? Je t'interromps là-dessus parce qu'il y a peu de questionnaires, notamment dans les grands risques, mais en plus, les préambules des polices ont une clause qu'on appelle clause de connaissance du risque ou un truc comme ça, que personne ne lit, qui est écrit l'assureur reconnaît connaître le risque. D'accord. C'est écrit dans quasiment toutes les polices. Hein. C'est la clause d'incontestabilité, mais la clause d'incontestabilité, elle est comprise généralement comme la renonciation de l'assureur à se prévaloir d'une inexactitude de déclaration par l'assuré. Là, c'est un peu un autre cadre. Et quand il n'y en a pas de déclaration? Eh bien, qu'il n'y en a pas de déclaration, il n'y a pas de question. Quand il n'y a pas de question, il n'y a pas d'aggravation de risque au sens de la loi. Donc l'aggravation de risque, il ne faut pas compter là-dessus pour s'en sortir. Là, c'est l'assureur qui est vraiment coincé. Raison pour laquelle, je crois, les polices d'assurance qui durent plus d'1 an aujourd'hui, il n'y en a pas lourd. Non, il n'y en a pas. Enfin, ça a à peu près disparu. Enfin, tout ce qui est LTA, Stretch, il y a encore quelques lignes qui l'ont, mais ça a à peu près disparu. Oui. Voilà. Au grand désespoir d'Estelle. Non, parce que Estelle négocie bien, c'est pour ça. Bon. Maintenant, nous allons passer à la 3e catégorie, le risque émergé. Ça y est, il est là. Il y a les gros icebergs à El Calafate. Donc, on le connaît. On voit très bien ce que c'est. Seulement, c'est couvert, semble-t-il, par la police d'assurance. Parce que quand il était immergé, on a essayé de l'exclure, mais l'exclusion n'est pas formelle et limitée, c'est générique, c'est nul, etc., etc. Alors là, c'est une histoire tout à fait passionnante et qui, aujourd'hui, trouve vraiment une raison d'être. Nous sommes dans le cadre de la résiliation après sinistre. C'est une curiosité. Un assureur s'engage pour 1 an à couvrir tel risque. Parfait, c'est clair, il n'y a aucun problème. Il prend une prime pour 1 an de couverture du risque. Et là, boum, en février, sinistre, réalisation du risque. La loi l'autorise à mettre une clause dans le contrat de résiliation après sinistre. Autrement dit, il s'engage à quelque chose, ici, il faut exécuter ce quelque chose, et bien il dit oui, ok, je garantis, j'indemnise ce sinistre, mais je résilie. C'est un truc qui est invraisemblable. Ça existe dans à peu près toutes les législations du monde. Alors ça sort d'où? Ça sort de l'entre-deux-guerres, et en France de la loi du 13 juillet 1930. On a la Première Guerre mondiale, on a un développement de l'industrie, alors de l'industrie aéronautique, des transports, de l'industrie chimique, etc. Les industriels veulent un contrat d'assurance RC, parce que sinon, ils ne vont pas se lancer dans l'innovation. Les assureurs disent, ouais, mais il y a de tout nouveaux risques. Et ça, on n'a pas de statistiques, on n'a pas de passé. Comment voulez-vous qu'on tarifie? On ne va pas s'engager dans l'inconnu pour couler la boîte. Et la loi de 1930 intervient en disant, n'ayez pas peur, vous les assureurs. Engagez-vous dans de nouveaux risques, même si vous ne les connaissez pas bien. Au premier sinistre, si ça déjoue vos prévisions, eh bien vous pourrez résilier, vous sortir du contrat. Donc n'ayez pas peur. C'est dans les travaux préparatoires, c'est dans les bouquins de l'époque. On a toujours ce texte dans le Code des assurances. Possibilité pour l'assureur de mettre une clause prévoyant la résiliation après sinistre. Alors, on a dénoncé, quand j'étais médiateur, moi, ça m'insupportait. L'histoire, vous savez, du monsieur et de la dame, ils ont une multirisque habitation du particulier, pas de sinistre pendant 40 ans, et puis la 41e année, un petit dégât des eaux, ouais. Un petit incendie dans la cuisine. Bon,
Et puis, ils ont été cambriolés. 3 sinistres la même année. Qu'est-ce que fait l'assureur? Il utilise la clause et il résilie le contrat. Alors là, c'est le dévoiement parfait de la finalité d'une loi. Maintenant, prenons tous les cas que Richard a annoncés. On ajoute le cyber, pourquoi pas. Quand ça va arriver, de 2 choses l'une. Soit il y a une clause de résiliation après sinistre, soit il n'y en a pas. S'il n'y a pas de clause de résiliation après sinistre, ça veut dire que les sinistres vont dégringoler dans la période d'assurance et l'assureur devra payer. Même si ça déjoue complètement ses prévisions, même si c'était inconnu, il faudra payer. Si la clause de résiliation après sinistre, là, normalement, on aurait le respect de la finalité de ce texte, c'est-à-dire que l'assureur va dire moi, je ne connaissais pas ce truc-là. Légitimement, Richard l'avait cité, mais on ne connaissait pas les contours. C'était vraiment encore immergé ou à peine émergent. Voilà, ça émerge. On a des sinistres. Je résilie après sinistre. Là, c'est cohérent avec le but du législateur. Voilà, vous voyez que finalement, que ce soit l'assuré ou l'assureur, ce n'est pas du tout évident de traiter ces histoires de silent covers. C'est bon ni pour l'un ni pour l'autre. À mon sens, la Cour de cassation, qui en ce moment, depuis 1 an, multiplie les arrêts que je qualifierais extrêmement gentiment de bizarroïdes, là, on a vraiment une situation qui va se tendre. Parce que quand tout ça va survenir, on ne saura pas le traiter réellement. Alors qu'on est d'accord sur un point, lors de la souscription du contrat, assurés et assureurs, souscripteurs et assureurs, dans leur esprit, ils n'envisageaient pas la couverture de ce qui va survenir dans le futur. Reste maintenant un point, c'est la globalisation. On a les risques immergés, qu'ils deviennent émergents, qu'ils deviennent émergés. Si on est en assurance RC, mais on peut avoir le même phénomène en assurance de choses et en assurance de personnes, notamment en assurance groupe employeur. C'est comment faire pour traiter le montant de sinistres sériels. Parce que tout ce que tu as raconté, Richard, ça va être du sériel un jour ou l'autre. On est d'accord? Alors vous savez tous, la loi de 2003 a imposé une globalisation des sinistres en les ramenant tous à un seul sinistre auquel on applique un plafond de garantie et une franchise, pas plus. Alors c'est ce qu'on appelle les griffes du râteau de la globalisation. On prend une date, on projette le râteau, alors c'est de façon rétrospective bien sûr, mais on ramasse tous les sinistres qui vont se produire. Rac ! Et c'est un seul sinistre, un seul plafond, une seule franchise. Oui, mais ça c'est bon quand c'est émergé. Et pour les émergents et les immergés, est-ce qu'on pourrait les globaliser? C'est-à-dire qu'on projetterait le râteau vraiment dans le passé et on ramènerait tout à ce gros tas de feuilles des réclamations futures. Ça ferait les réclamations passées, risques immergés, émergents, et les réclamations futures. Un plafond, une franchise. Vous allez me dire, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, puisqu'on globalise à la première réclamation. Alors moi, quand j'entends ça, je dis, vous me prenez le code des assurances et vous me trouvez la loi qui vient dire que c'est globalisé à la première réclamation. Où avez-vous vu à la première réclamation? Ça n'est pas dans la loi. Le législateur de 2003 n'y a même pas pensé. Alors ça, comme truc écrit avec les pieds, hein, c'est encore des pieds avec des champignons, hein, parce que franchement, comme texte pourri, on ne fait pas mieux. Il n'y a pas marqué le jour de la globalisation. Donc pourquoi
de la réclamation. Oui, il n'y a pas marqué le jour auquel on procède à la globalisation. Il n'y a pas marqué au jour de la première réclamation. Donc, on est en liberté contractuelle. Donc, pourquoi ne pas mettre globalisation au jour du premier fait qui s'avérera dommageable? C'est-à-dire qu'on retournerait au risque immergé dont on saura plus tard qu'il contenait un fait dommageable. Ça n'est qu'une piste de réflexion, mais je crois que assurés et assureurs sont dans la même galère et qui sont très mal avec ce qui va se passer bientôt. Merci Jérôme pour cet exposé très rassurant. Antécédemment, après Richard et Jérôme, Stéphane, s'il te plaît, un peu de perspective positive. On voit bien la difficulté de rédiger correctement des clauses. Quelle solution on pourrait avoir, enfin, comment est-ce qu'on peut envisager un peu plus sereinement l'avenir? Alors, bonjour d'abord à tous. Je représente ici France Assureur, qui est la fédération regroupant l'ensemble des assureurs et réassureurs opérant sur le marché français. Une des, s'il te plaît, une des missions de France Assureur, c'est d'être l'interface entre la profession de l'assurance et l'ensemble des acteurs extérieurs à l'assurance, la société en général. Et si je dis ça, c'est parce que l'approche que je peux avoir en tant que directeur de France Assureur, elle est au-delà du technique, au-delà du juridique, au-delà du business d'ailleurs, elle est plus, disons, sociétale et politique. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il est évident que depuis maintenant quelques années, et cela a été particulièrement violent pendant la crise Covid, les assureurs et les réassureurs sont de plus en plus sollicités. Et quand je dis sollicités, c'est même interpellés, et même parfois très durement interpellés, pour apporter des solutions d'assurance à des risques sur lesquels la profession ne se sent pas très à l'aise. Et elle ne se sent pas très à l'aise pourquoi ? Tout simplement parce que ces risques ne répondent pas à tous les critères d'assurabilité. Donc en clair, nous sommes de plus en plus sollicités, interpellés, pour venir couvrir des risques qui, dans la réalité, posent des problèmes d'assurabilité. Alors évidemment, on pense à la pandémie, parce que la pandémie, ça a été, je dirais, peut-être le cas le plus extrême, et vous savez combien l'assurance a passé un mauvais moment pendant cette crise Covid-19. Mais on pense aussi, bien sûr, au risque cyber, on pense aussi, évidemment, au risque climatique, on pense à d'autres risques qui, sans doute, viendront, et Richard nous a dressé un panorama de ce qui nous attend dans le futur. Je suis d'accord avec lui sur notamment la question de l'introduction de l'intelligence artificielle dans tous les produits, que ce soit des produits de consommation ou des produits professionnels, qui certainement constituera dans le futur quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, il y a de l'actualité aujourd'hui au niveau européen, j'y reviendrai peut-être sur ce sujet-là. Alors, mon propos ici, il est d'essayer d'éclairer cette pression qui est subie par les assureurs sous deux angles. Deux angles d'éclairage. Le premier, et je pense que ces deux angles constituent peut-être les axes sur lesquels la profession devrait avancer de manière concomitante et sur lesquels elle devrait avoir des initiatives. Et en tout cas, c'est ce que nous voulons, nous, côté France Assureur, et ce que nous voyons aussi de la part d'un certain nombre d'acteurs. Premier axe, c'est celui de réduire le gap parfois abyssal qui existe entre ce qu'on attend de l'assureur et ce que l'assureur peut apporter. Il y a un vrai gap qui tient à une chose très simple, c'est que nous n'avons pas été assez, sans doute, disert, communicants, transparents par le passé, sur ce que nous appelons les conditions d'assurabilité d'un risque. Et qu'il nous faut aujourd'hui être beaucoup plus transparents et beaucoup plus humbles, entre guillemets, sur cet aspect-là. Donc il y a un effort de communication important que nous devons faire. Et le deuxième angle sur lequel je voudrais éclairer la chose, c'est finalement, mais bon, c'est très bien de dire les choses, mais quelle solution ? Et là, d'apporter par quelques exemples les solutions qui, lorsque le risque n'est pas ou est à la frontière de l'assurable, parce qu'il faut bien comprendre que l'assurabilité d'un risque n'est pas une science exacte, hein, les conditions sont plus ou moins bien remplies,
Mais en tout cas, lorsqu'on est à la frontière de l'assurabilité, eh bien, comment peut-on trouver des solutions qui permettent aux entreprises et aux particuliers de transférer quand même le risque d'une manière ou d'une autre. Alors, sur la question de la transparence et de la communication, je crois qu'il faut que nous, je ne vais pas ici énumérer toutes les conditions nécessaires à l'assurabilité d'un risque, je m'arrêterai sur deux d'entre elles qui sont très importantes. La première, c'est la connaissance. On parle de risques connus, de risques inconnus, de risques méconnus, émergents, émergés ou à émerger. Effectivement, l'assurance n'est pas une roulette russe, et quand bien même il y a des assureurs un peu plus gamers que d'autres et qui sont prêts à peut-être prendre plus de risques que d'autres, aujourd'hui, il y a une obligation pour les assureurs de connaître les engagements qu'ils prennent. Je me permets d'intervenir sur ce point-là parce qu'on ne l'a pas assez dit. Souvent, on représente aux assureurs de ne pas prendre des risques, mais à la base, on est une activité réglementée. Réglementée par des régulateurs et par des règles prudentielles comme Solvency II. On n'a pas le droit d'assurer un risque qu'on ne peut pas modéliser. Si on ne peut pas le modéliser, le régulateur ne peut pas nous dire vous devez mettre tant d'actifs en face de vos engagements. Les actifs, c'est des immeubles, c'est des bons du trésor, pour garantir le fait qu'on sera susceptible de payer les sinistres des assurés. Donc il y a un dilemme énorme. On ne peut pas, même réglementairement, assurer un truc qui n'est pas modélisable. Voilà. Donc je voulais rappeler qu'on est parfois méchant, mais c'est parce qu'on respecte les règles, et on respecte les règles au profit des assurés et de la solvabilité des assureurs. Je t'interromps aussi parce que d'abord il m'a interrompu tout à l'heure. Non mais là, si vous on avait m'interrompez fait tous les un deux, pari ça va être avec dur. Stéphane, il m'avait dit tu vas jamais tenir 20 minutes. J'ai tenu 21 minutes, on a parié une bouteille de Ibiki, 25 ans d'âge, donc que j'ai gagné. Voilà, ça y est, je ne maîtrise pas. On est d'accord là-dessus. Et ça part en live, Estelle. Comment arriver à modéliser quand il y a la jurisprudence derrière? Alors, je vais y venir. Sur la question de la connaissance des risques, parce que effectivement, ce qu'a dit Richard est vrai, c'est-à-dire que quand bien même des assureurs s'engageraient sur des risques qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils maîtrisent mal, ils seraient vite rattrapés par une patrouille qui s'appelle le régulateur, qui viendrait le rappeler à son bon souvenir et à lui rappeler qu'il ne peut pas s'engager sur des risques qu'il ne connaît pas. Alors, sur cette question de la connaissance du risque, c'est en réalité la faculté d'apprécier un risque, c'est-à-dire d'avoir quand même quelques éléments sur les fréquences d'occurrence et sur les impacts que cela peut entraîner. Il y a plusieurs façons d'apprécier un risque, effectivement. Alors là, moi, je vais partir d'exemples, parce que je préfère partir d'exemples concrets. Il y a évidemment l'historique, qui est la façon la plus confortable, la plus sécurisante, la plus, je dirais, traditionnelle. Et je donne l'exemple classique de l'assurance automobile. L'assurance automobile est un risque stable, encore que il faut voir comment les évolutions technologiques des véhicules pourront créer une rupture, je dirais, dans les années qui viennent, mais enfin, on n'en est pas encore là. Et aujourd'hui, effectivement, l'historique est la meilleure façon de connaître son engagement en assurance automobile. On est sur un risque qui, bon an, mal an, peut varier de 1, 2, 3 points de sinistralité d'une année sur l'autre, et encore, c'est du grand maximum. Donc on est sur là quelque chose qui est facile, confortable, même si je ne dis pas que l'assurance automobile est facile, hein, mais on n'est pas sur quelque chose, je dirais, d'instable et de nouveau. Maintenant, comme on le disait, quand les risques sont nouveaux, ou quand les risques sont mutants, parce que c'est aussi la réalité, là, on n'a pas d'historique. Alors comment fait-on? Alors, je prends un deuxième exemple, c'est le risque climatique. Le risque climatique, le risque climatique n'est pas nouveau, hein, les aléas naturels existent depuis l'âge de Noé, mais on a un changement climatique qui, lui, est nouveau. Et par conséquent, la question de la connaissance, de l'engagement des assureurs en matière climatique, elle est importante. Là, nous avons quand même aussi des modélisations. Et c'est le deuxième aspect important pour un assureur, pour bien apprécier et connaître un risque. C'est vrai que les travaux menés par le GIEC, et ensuite tous les modèles climatiques qui ont pu être bâtis par tout un nombre important d'acteurs, permet quand même aujourd'hui d'avoir une vision à peu près, je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais en tout cas d'avoir une vision de ce que peut être le climat dans les 10, 20, 30 ou 40 prochaines années. Donc la modélisation est, lorsqu'on n'a pas d'historique, quelque chose qui peut être utile. Je précise d'ailleurs, par exemple, que France Assureur
j'ai pas fait l'erreur, a récemment publié une étude qui s'appelle Impact de la nouvelle donne climatique sur l'assurance d'ici 2050. CCR a aussi réalisé des études dans ce sens, qui permettent d'avoir une vision de la progression et en tout cas de la rupture que va représenter le changement climatique dans notre pays. Mais des fois, nous n'avons ni historique ni modèle. Le risque pandémique, moi, lorsqu'on a travaillé sur le projet CATEX, on a fait venir des virologues, des infectiologues, des spécialistes de pandémie, et on leur demandait, c'est quoi, à votre avis, la période de retour d'un événement comme la Covid? Et là, on a eu tout. Hein. On est passé de 150 ans à 25 ans. C'est-à-dire que certains, évidemment, se basant sur l'histoire, disaient bah non, c'est plutôt tous les 100, tous les 150 ans, et d'autres nous expliquant pas du tout, compte tenu de la détérioration de l'environnement aujourd'hui, les transferts de virus entre animaux et hommes vont se multiplier, et donc on est sur une... Bon, en fait, on n'en sait rien. Donc aujourd'hui, il y a une incapacité à apprécier ce risque-là, je dirais, d'un point de vue assurantiel, et donc on est un peu démunis. On va dire les choses comme elles sont. Dans le cas du risque cyber, c'est un peu la même chose. La modélisation aujourd'hui du risque cyber, elle est compliquée, elle est extrêmement complexe, d'autant plus que c'est un risque qui est mené par la main de l'homme. Donc il est, à mon avis, compliqué de anticiper les choses. J'ajoute que cette méconnaissance du risque, elle est d'autant plus, je dirais, gênante du point de vue de l'assurance qu'elle s'adresse à un risque de type systémique. C'est-à-dire que le cocktail véritablement explosif, si je puis dire, dans la difficulté d'assurance, c'est la méconnaissance et le caractère systémique. Or, on l'a dit tout à l'heure, le caractère systémique des risques est quelque chose qui est de plus en plus, enfin je ne vais pas enfoncer ici des portes ouvertes, mais la mondialisation, la globalisation, enfin on peut l'appeler comme on veut, fait qu'un tremblement de terre au Japon ou une inondation en Thaïlande crée des ruptures d'approvisionnement sur des millions d'entreprises dans le monde, qu'un virus qui s'échappe d'un laboratoire au fin fond de la Chine crée des millions de morts et met en lambeaux 10% de l'économie mondiale, et un laboratoire pharmaceutique major qui sort un médicament à effet indésirable incontrôlé peut du jour au lendemain faire qu'il y ait 100 000 ou 1 million de victimes dans le monde. Donc ce caractère systémique, celui-là, continuera malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une réalité, à se développer dans le monde. Donc je pense que là-dessus, les assureurs ont intérêt à être beaucoup plus transparents, beaucoup plus humbles pour expliquer que l'assurance est une technique, comme toute technique elle a ses limites, et d'expliquer les limites que l'on a sur un certain nombre de points que sont la connaissance du risque, que sont la présence d'un aléa, j'y reviendrai parce que ça c'est aussi important dans la réalisation et dans la possibilité d'assurer un risque, ou le caractère indépendant ou systémique du risque. Donc, informer et être plus pédagogue. Maintenant, comment réagir à ça? Parce que l'attitude des assureurs et des réassureurs pourrait être de dire, bah, écoutez, moi, tant que le risque il n'est pas connu, tant qu'il n'est pas assurable, moi, je me croise les bras, je vous dis, je vous offre rien comme assurance et on va attendre que les choses s'améliorent pour pouvoir vous offrir une offre. Bon, je pense que ce n'est pas du tout aujourd'hui l'attitude des assureurs, en tout cas, ce n'est pas du tout l'état d'esprit de France Assureur. L'idée, elle est de faire en sorte de trouver néanmoins des solutions. Alors, ces solutions, je disais tout à l'heure, ça passe évidemment par le traitement des silent cover. Le traitement des silent cover est souvent vu comme une attitude un peu défensive des assureurs, qui la première chose qu'ils se disent lorsqu'ils voient arriver un risque, c'est « Mon Dieu, il faut que je vois dans mes contrats si par hasard, je ne suis pas en train de couvrir ce nouveau risque sans le savoir. » Oui, c'est effectivement une des raisons pour lesquelles il est impératif de traiter le silent cover, et d'ailleurs les régulateurs, que ce soit l'EIOPA au niveau européen ou la CPR en France, à inciter les assureurs à passer au peigne fin leur contrat de façon à vérifier si les silent cover étaient présents dans un certain nombre de risques. Mais c'est aussi une façon de clarifier la relation entre assureurs et assurés. Il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre assureurs et assurés sur ce qui est couvert et ce qui n'est pas couvert. Et on a bien vu dans le cas de la crise Covid combien ces ambiguïtés ont pu créer de véritables problèmes, au détriment d'ailleurs aussi bien de l'assureur que de l'assuré. Donc oui, le traitement du silent cover est une solution. Mais évidemment, il faut aussi trouver des solutions de couverture et pas des solutions de non-couverture. Donc derrière ça, je disais tout à l'heure que la combinaison insuffisance de la connaissance et côté systémique était le cocktail un peu explosif qui rendait compliqué l'assurance. Ce côté systémique, on peut le diminuer fortement aussi par la prévention
et la protection. C'est un axe évidemment majeur que France Assureur a toujours défendu, que ce soit d'ailleurs sur le risque climatique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on y voyait clair sur l'avenir du... Enfin, on y voyait clair. On avait quelques éléments sur ce que pouvait être le changement climatique et son impact sur l'assurance dans les prochaines décennies, mais il n'en reste pas moins que ce risque reste systémique aussi, et que la diminution de son côté systémique passe par de la prévention, par de la protection. Nous sommes très demandeurs d'intensifier les politiques publiques et individuelles de prévention et de protection contre le risque climatique. On a d'ailleurs vu que l'AMRAE récemment a publié une étude très intéressante sur le fait que les entreprises étaient aujourd'hui en train de prendre à bras-le-corps cette question du risque climatique. Il y a effectivement dans notre pays une culture du risque et un développement de la prévention contre les risques qui est importante. Et ça, c'est pour diminuer évidemment le côté systémique. Je ne parle pas du cyber, c'est la même chose. Aujourd'hui, dans le tissu industriel français, il y a une très grande insuffisance, on le sait, de la protection, de la prévention, de l'hygiène digitale, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire d'avoir un minimum de protection contre les attaques cyber, parce que quelle que soit la connaissance qu'on aura du risque, la massification de l'assurance du tissu industriel en France passera forcément par une amélioration de la protection, parce qu'on a aujourd'hui un tissu notamment de TPE et de PME en France qui est largement et insuffisamment protégé contre ce risque. Donc prévention, protection, évidemment. Maintenant, la prévention, la protection et la connaissance, parfois se heurtent à des plafonds de verre. Et dans ces cas-là, il faut quand même essayer de trouver des solutions. Je pense à la pandémie. Le risque de pandémie est effectivement un risque sur lequel la connaissance va sans doute progresser, mais à mon avis, elle ne va pas progresser monstrueusement. Et quant à la prévention et à la protection, il faut voir jusqu'où on pourra aller, mais elle me semble également un peu limitée, en tout cas quand on regarde ce qui s'est passé lors de la Covid. Il faut bien comprendre que la pandémie est sans doute le risque qui cumule le plus de conditions de non-assurabilité. Parce que si je regarde, par exemple, le côté aléatoire du risque, il ne faut pas oublier que les conséquences économiques de la Covid, elles ont été liées à une décision de l'État, qui était celle de fermer les entreprises. La fermeture des entreprises n'est pas un aléa, c'est une décision de l'État. Alors, elle est tout à fait légitime et justifiée, là n'est pas la question, mais on voit bien que déjà le côté aléatoire des conséquences économiques de la crise peuvent déjà être mises en cause d'un point de vue assurantiel. Le côté connaissance du risque, on l'a dit tout à l'heure, moi j'ai vu personne aujourd'hui me présenter un modèle ou une modélisation de ce que pourrait être le retour ou la période de retour de la Covid. Donc la connaissance d'un point de vue assurantiel du risque tel que la pandémie ou les conséquences économiques de la pandémie, il est pratiquement réduit à zéro. Quant au côté systémique, Richard en a parlé, 180 milliards d'euros, c'est 3 siècles de primes de perte d'exploitation. Hein. C'est 3 fois les fonds propres des entreprises d'assurance dommages en France. Donc on est sur des chiffres qui sont totalement hors de portée de l'assurance. Et pourtant, c'est vrai qu'en juin 2020, nous avons proposé du côté de, à l'époque, la FFA, maintenant France Assureur, un dispositif qui n'était pas de l'assurance, et c'est là où j'en viens à des solutions qui peuvent être beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus créatives que l'assurance traditionnelle, qui faisait appel à des tas de concepts qui sortent un peu de l'assurance traditionnelle. Le projet CATEX que nous avons mis sur le bureau du ministre dès le mois de juin 2020, c'est-à-dire 3 mois après la première crise Covid, était un projet qui visait à être un peu paramétrique, assez paramétrique d'ailleurs, parce qu'on s'est aperçu que si on voulait passer par des expertises de toutes les entreprises qui avaient subi des pertes d'exploitation, on ne s'en sortirait pas, ça prendrait beaucoup de temps, les entreprises avaient besoin immédiatement de quelque chose, donc on est passé par quelque chose d'à peu près paramétrique. On s'est dit aussi que l'idée n'était pas d'avoir une assurance indemnitaire, mais d'avoir une assurance qui permettait de verser un capital résilience, c'est comme ça qu'on l'a appelé, permettant à des PME et des TPE, non pas de réparer tous les préjudices qu'elles pouvaient subir du fait de leur fermeture administrative, mais de survivre à cette fermeture. Et l'idée était bien là, c'était bien un capital résilient, c'est-à-dire quelque chose qui leur permettait de passer le cap. Puis la mutualisation du risque passait par une extension obligatoire à toutes les garanties dommages, ce qui permettait de mutualiser au maximum le risque. Une surmutualisation que nous proposions aussi par des
par un pool. Et enfin, bien sûr, une protection et un partenariat public-privé qui nous permettait de caper nos engagements de façon à éviter, évidemment, que nous ayons à payer 180 milliards d'euros en cas de crise majeure, ce qui nous aurait tous mis sur le tapis, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'assureurs ni de rassureurs aujourd'hui. Donc voilà. Donc vous voyez qu'on peut quand même trouver, quand on se met autour de la table, quand on a un travail collectif, des solutions pour pouvoir faire face à ce type de risque. Je citerai aussi les captives, puisque c'est d'actualité. Les captives et l'auto-assurance peut être aussi une solution venant combler ces difficultés à trouver des transferts de risques pour des risques inassurables. Voilà. Stéphane, si je peux juste ajouter un point, au-delà de la prévention et de la protection qui ne sont pas forcément applicables à ce type de risque, c'est la politique de gestion de risque de l'entreprise, même au-delà des captives, parce que la captive n'est pas adaptée à tous les types d'entreprises, mais c'est la résilience de l'entreprise, elle va beaucoup dépendre de sa politique de gestion de risque et de sa capacité à affronter les crises aussi. Il y a probablement aussi un effort à faire de ce côté-là. Mais quand tu parles de... Quand vous parlez, hein, ils me disent toujours, nous Jérôme, nous, on connaît la vraie vie. Moi, voilà, hein. Alors, vous connaissez la vraie vie, d'accord, mais c'est un peu le problème du mot et l'idée. Vous vous souvenez de cette collection, le mot et l'idée, c'était en anglais, en français, etc. Si tu veux exclure quelque chose qui n'est pas bien connu, tu as du mal à mettre un mot sur l'idée. Maintenant, si tu veux avoir une intervention, il faut définir le champ d'intervention, CATEX, etc. Définir le champ d'intervention de façon positive. Mais comment faire, à nouveau, pour définir clairement le champ d'application, par exemple, de CATEX, si CATEX était passé? Parce qu'on va systématiquement avoir des problèmes de frontières. L'entreprise qui dira, moi, je peux bénéficier de CATEX, lisez le texte. Puis on dira à une autre, oui, mais vous ne pouvez pas. Parce que vous aurez le mot pandémie, parce que vous aurez le mot épidémie, et que pour la Cour de cassation, enfin surtout pour les juridictions du fond pour l'instant, une épidémie, on ne sait pas ce que c'est équivoque, c'est ambigu, etc., etc. Alors je voulais juste ajouter un truc. Il y a un arrêt d'il y a 10 jours, parce qu'on ne vous fait pas que du réchauffé. Il y a un arrêt d'il y a 10 jours qui peut donner une clé pour définir correctement vos angoisses, si je puis dire, hein, angoisses de l'assureur, de l'assuré, de France Assureur et ainsi de suite. Pour éviter le grief d'imprécision, si c'est une définition positive du risque, ça sera interprété souvent en faveur de l'assuré. Si c'est une exclusion, ce ne sera pas interprété, ce sera annulé. Pour éviter ça, comment faire? On a un arrêt, bloub, que j'ai mis là, parce que, du 20 janvier 2022, pour les juristes, c'est le numéro 24, mais ça sera sur les trucs. Qui dit ceci, il y a une RC professionnelle la plus classique qui soit. Hein, vraiment, Comme dans toutes les assurances RC professionnelles, on a une exclusion de ce qu'on va appeler brièvement la RC Auto. Parce que pour la RC Auto, on prend un contrat spécifique. C'est libellé, c'est pas d'une clarté folle. Toujours est-il que l'assuré dont la RC Auto est mise en jeu dit à son assureur RC Pro, l'exclusion de la RC Auto, elle est nulle, car ambiguë. Et la Cour de cassation, à ma connaissance, pour la première fois, dit ceci. La clause d'exclusion, elle n'est pas ambiguë. Elle est parfaitement valable. Pourquoi? Car elle reprend les dispositions d'un texte de loi, en l'occurrence L211, 1 du Code des assurances. C'est la première fois que la Cour de cassation dit pour que votre clause d'exclusion soit formelle et limitée, soit valable, il suffit qu'elle reproduise un texte officiel. Ça, c'est quelque chose qui semblerait sécurisant. Alors du coup, comme je sais que le cyber préoccupe beaucoup nos assureurs et nos assurés, je suis allé à la pioche sur le journal officiel. Croyez-moi, c'est d'une lecture sympathique. Le journal officiel avec tous les mots où il y a marqué cyber et des définitions. Parce qu'avec cet arrêt d'il y a 10 jours,
Si vous mettez une clause d'exclusion cyber, est-ce qu'elle sera vraiment valable? Formelle et limitée, cyber, c'est quand même pas d'une précision formidable. Si vous prenez les textes officiels, alors vous avez tout plein de bidules. Par exemple, JO du 19 septembre 2017, et vous avez une liste. Cyberattaque, cyberdéfense, cyberspace, cyberprotection, gna 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 gna. Et vous avez une définition officielle au JO de la cyberattaque. Cette définition, elle fait 6 lignes. Si vous prenez cet arrêt de la Cour de cassation, vous recopiez ça, texto, et bien la clause d'exclusion sera formelle et limitée. Et il y en a, mais des pages et des pages, hein, où il y a le mot cyber. Vous savez tous que cyber est un préfixe. Ouais, non, on n'insiste pas. Donc, voilà une piste. Voilà une piste. Est-ce que vous tenez compte, Stéphane, dans vos études, est-ce que vous tenez compte de ce que dit la loi, le décret, l'arrêté? Non, tout ça, c'est pas... J'ai 50 étudiants, là. C'est juste pour dire que les juristes ont leur utilité. Il va falloir demander aux juristes, est-ce que vous connaissez un texte où il y ait quelque chose qui est un rapport bien précis avec un risque immergé, un risque émergent qu'on voudrait exclure? Oui, je précise juste, il faudra que je te passe le projet K-Texte qu'on avait bâti. C'était un partenariat public-privé, donc le déclenchement de la garantie, nous nous réfugions évidemment derrière des décisions d'État. Hein, un peu comme la CatNat, si tu veux, la déclaration CatNat, eh bien c'était un peu sur le même principe. Oui, maintenant, oui, tout à fait. Mais parce que c'est bien la fermeture, effectivement, et la fermeture est une décision, et c'est là où j'en viens à la question d'aléa qui était compliquée, c'est que nous couvrions une décision prise par les pouvoirs publics. Donc c'était bien la difficulté de la mise en place. C'est pour ça que je dis que c'est à l'odeur de l'assurance, ça ressemble à de l'assurance, mais ce n'était pas vraiment de l'assurance que l'on proposait. Petite précision d'ailleurs, pourquoi ça n'a pas été retenu ce projet? Ça n'a pas été retenu tout simplement parce que nous avions dit dès le départ que ce projet ne pouvait marcher ou ne pouvait voler, hein, si je puis dire, que pour les pandémies futures, mais pas pour la Covid. Parce que, encore une fois, l'aléa veut qu'on ne peut pas couvrir quelque chose, on ne couvre pas une maison qui brûle, si je puis dire. Et cet aspect-là, effectivement, politiquement posait problème au pouvoir public, puisqu'on demandait aux entreprises d'adhérer à un dispositif qui ne venait pas les aider dans la situation de crise dans laquelle ils étaient. Donc ils ont jugé que politiquement, ça n'était pas le moment. On verra si on y reviendra dans le futur. Moi, j'ai juste un point, parce que ton point est bon, je le note déjà. Ce que je trouve assez sidérant, c'est le fait qu'on a, sur la pandémie, aujourd'hui, à nouveau, des demandes de couverture. Liberty est un gros assureur d'annulation d'événements et de spectacles. Donc, je ne vous cache pas qu'on a eu une année 2020 avec à peu près 0 souscription et beaucoup de sinistres. Et là, on a à nouveau des concerts, des spectacles qui se réorganisent. Et à nouveau, on a des demandes de couverture en pandémie, pénurie forcée du public. Et à nouveau, le marché retombe dans ses travers de on oublie tout et on n'a rien appris. Et il y a un truc, moi, je trouve dingue, c'est bien d'aller devant une cour, cassation, choses comme ça, mais je pense qu'on devrait revenir à des choses plus basiques, qui est, toi, assuré, tu veux couvrir quoi? Moi, assureur, je veux couvrir quoi? D'accord? On se met d'accord sur les intentions, et ensuite, on rédige. Vous avez remarqué qu'on se souscrit des contrats, et on les rédige après, quoi. Et je pense qu'il faudrait qu'on revienne un peu à des basiques, qui est dire, on lit les contrats, et on se met d'accord sur les intentions avant de les rédiger. Et on en est loin. Et alors, avec toute la digitalisation, les process qui se industrialisent, tout sort d'une machine. Et je pense qu'il y a, à mon avis, un travail d'éducation chez tout le monde. Deuxième chose, c'est... ça va vous étonner, je vais vous prendre le modèle anglais. J'adore les Anglais. Et les Anglais, ils ont des clauses. On les critique tout le temps en disant ils ont toujours le même texte, ils ont toujours la même exclusion, le même endorsement. Mais ils se sont mis d'accord avant. Hein. Chaque endorsement marché intercalaire, il est validé, adoubé, pas validé, adoubé, par un collège qui est l'équivalent de l'AMRAE, qui est l'équivalent du CSCA, qui est l'équivalent de France Assureur. Et ils se sont dit, nous on est d'accord avec cette exclusion,
et on l'accepte dans les contrats. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être contestée devant un tribunal, enfin sur lequel toute une place s'est mise d'accord avant. Je pense qu'il y a aussi là une réflexion à faire. Il faudrait peut-être une forme de chambre de prévalidation des textes sur les intentions avant un litige, plutôt que 10 ans après devant une cour. Je pense que là aussi, il y a des pistes de réflexion à mener. Bon, ça tuerait un peu le boulot des juristes. Donc, Non mais, à ce propos-là, souviens-toi, nous avons, le 9 décembre, eu un congrès d'une journée sur le montant de la garantie. Et Richard a déclaré, ça a été transcrit, hein, donc c'est par écrit, tu as eu une excellente idée, empreinte de bon sens paysan. Hein, on te voit bien sarcler un champ avec une houe. C'était dans un contrat d'assurance, au fond, pour bien définir la garantie, soit de façon positive, soit par exclusion, faudrait donner des exemples. Ce qui est du bon sens, donner des exemples. Mais aujourd'hui, dans le cadre d'une exclusion, si on donne des exemples, vous avez l'arrêt du 27 juin 2021 qui vient tout foutre par terre. C'est-à-dire que, par définition, tu auras un peu une définition, un truc un peu générique, et tu diras, et par exemple, ceci, cela. Et ça, bien précis. Mais avec la nouvelle jurisprudence, c'est tout qui dégringole. Donc ton bon sens paysan, il n'est pas partagé là-haut. Hein. Alors, sur le sens paysan, tu as raison, mais tu ne m'as pas écouté. Je ne parlais pas de les mettre dans des exclusions. Je prends, et ça concerne beaucoup d'entre vous, sur ces fameux montages en ligne, vous savez, avec une première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne. Je prends le cyber, c'est un bon exemple, sur lequel on a des franchises en bas, on a des coassureurs, on rajoute des quotités non garanties, de 10%, de 20%, et puis un excess qui drop sur le truc, le machin et tout ça. Et après, il y a un sinistre. Et je dis juste que dans les polices, ça serait pas mal qu'on dise la quotité non garantie, sa définition c'est ça, la franchise c'est ça, l'excess c'est ça, le drop c'est ça. À titre d'exemple, s'il arrivait demain un sinistre de 100 millions, l'application de ce montage ferait que l'indemnisation au titre de la première ligne serait ça, deuxième ligne serait ça, deuxième ligne serait ça. Et ça, on le fait après, au moment où le sinistre arrive, et je vous assure qu'il n'y a jamais personne qui est d'accord. Ça, c'est pas une exclusion dans une définition, c'est du bon sens paysan. Tu vois, sur ma charrue, je le fais très bien. Et je trouve que c'est très facile à faire. Et on ne le fait pas. Messieurs. Les gens des sinistres dans la salle, je vois Aurélie qui est assez d'accord avec moi, et pourtant elle travaille à la concurrence. Merci beaucoup, messieurs. On va peut-être laisser les questions, s'il y a des questions dans la salle. Vous avez des micros, en fait les micros ne sont pas mobiles, ils sont sur des pieds au milieu, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, avec ou sans micro d'ailleurs. Je pense qu'on peut vous entendre sans micro. Non, ils n'ont pas de questions, ils ont peur de rien dans la salle. Soyez pas timides, sinon on ne va pas manger. Donc, Lancez-lui le micro peut-être. Sans micro, si vous parlez fort. Non, sur le risque de pandémie, en fait, il y a Emmanuel Macron qui avait déclaré avant que c'était dans l'état de guerre. Alors pourquoi finalement, c'est le rôle de l'État d'assurer notre sécurité. Donc quand il ferme, finalement, pourquoi la mutualisation au niveau de l'État, est-ce qu'elle a besoin de la solidarité nationale, finalement, suffit, qu'il n'y a pas besoin d'assurance pour ces risques inconnus. Oui, vous faites bien de poser la question parce qu'effectivement, il y a eu un paradoxe, c'est qu'au moment de la crise, tout le monde s'est tourné vers les assureurs et qu'après, quand on a commencé à discuter avec l'État sur des solutions possibles, ils ont dit ah, non, c'est pas à vous de faire ça, c'est à nous de le faire. Donc il y avait une sorte de double langage et c'est vrai qu'on a bien senti dans nos discussions avec les pouvoirs publics quand on essayait de trouver des solutions que finalement, ils ont fini par nous dire, entre les lignes, sans vraiment le dire, oui, mais vous savez, non, dans ce genre d'événement, c'est à l'État d'agir. Simplement, il y a juste un point qu'on pouvait... je vais être très clair, hein, dans le projet CATEX qu'on avait, il y avait une capacité mise sur la table des assureurs de 2 milliards d'euros pour un sinistre de 180 milliards. Donc vous voyez, c'était quand même assez faible. Et donc la grosse partie de la prise en charge, évidemment qu'elle venait de l'État. Néanmoins, l'avantage qu'avait la mise en place d'un dispositif tel que CATEX, c'est que les choses étaient contractualisées. Et c'est-à-dire que plutôt que d'avoir
la mise en place de fonds de solidarité, de PGE, enfin de tout ce qui a été mis en place, qui est absolument colossal quand on regarde tout ce qui a été mis en place, eh bien au moins il y avait quelque chose de contractualisé sur lequel on pouvait espérer qu'il y ait de l'équité. Voilà. Je ne vais pas dire que dans toute cette histoire, il y a eu des effets d'aubaine et des laissés pour compte, mais quand même, il y en a eu un peu. On va dire les choses comme elles sont, dans toutes ces histoires de fonds, etc. Alors que là, les choses étant contractualisées, on pouvait à froid agir de manière très rapide pour venir indemniser. Donc ça, c'est un des avantages de la mise en place d'un dispositif tel que Catex. Et le deuxième, c'est que, étant sur des événements à très longue durée, on pouvait quand même préfinancer en partie, moyennant des primes, je dirais, les sinistres futurs. Donc c'était ça les avantages que nous, on mettait en avant. C'était pas de dire, oui, nous, assureurs, on va prendre en charge le truc. Tu parles à 180 milliards, non, on est incapable de le prendre en charge. Mais en tout cas, on peut préfinancer les choses et on peut contractualiser les choses. Et ça nous paraissait quand même un avantage conséquent si jamais on avait à affronter de nouveau ce genre de situation. D'autres questions? On peut revenir à la liste catastrophique de la fin de Richard. On peut. Non, de Richard. Oui, il faut bien que je revienne en arrière, c'est ça? Voilà. Alors la question est simple, si un assureur, en accord avec son assuré, on est à la conclusion du contrat, c'est ce que j'explique toujours aux étudiants, quand on est à la conclusion du contrat, il va y avoir une prime qui va être payée, il y a une garantie qui va être délivrée, assureur et souscripteur, généralement, s'embrassent sur la bouche. Alors, imaginons qu'on ne veuille pas, et les parties sont d'accord, assurer PIFAS, ou assurer l'histoire des crypto-monnaies, parce que alors là, c'est la catastrophe annoncée. C'est à peu près certain quand on connaît l'histoire de la monnaie sur 2 millénaires. On met quoi? Exclusion des conséquences dommageables du Bitcoin. On veut l'écrire, le mot, l'idée. On veut l'écrire. Exclusion des conséquences de l'autisme. À votre avis, est-ce que ça tiendra la route en tant qu'exclusion? Clairement non, vu tout ce que tu as dit. Après, on n'est pas obligé d'aller assurer un truc dont on sait qu'on ne peut pas l'exclure. C'est ça qui devient terrible. Mais oui, mais comment on se retrouve dans une situation à vouloir assurer et assureur exclure quelque chose, rentrer en garantie avec une exclusion sur laquelle on est d'accord, et sur lequel l'assureur prend, avec des tribunaux quand même normalement plutôt orientés assurés, prend le risque d'avoir une exclusion qu'il a modélisée comme fonctionnant et qui, in fine, ne fonctionne pas. Toutes les assurances pandémie, il y en a beaucoup qui n'ont pas résisté parce qu'elles étaient très très mal rédigées, d'autres parce qu'il n'y avait pas d'exclusion, mais il y en a des pas trop mal rédigées sur l'intention était vraiment de l'exclure, et l'assureur se retrouve condamné. Donc c'est normal, mais le problème qu'on va avoir, c'est qu'à force d'avoir des assureurs qui, parce qu'ils mettent des exclusions, prennent le risque qu'elles ne soient pas applicables, à un moment, la prise de risque va être quand même très compliquée. Alors on admet maintenant que l'assureur et l'assuré se soient échangés de merveilleux courriers en disant on est parfaitement d'accord, ne sont pas garanties les conséquences des opiacés. Ils se sont expliqués, ça a été enregistré, ils sont de bonne foi. Arrive un sinistre RC. On a l'action du tiers de toute façon. Voilà, donc, on a l'action du tiers. Question, est-ce que alors, l'assureur va dire, regardez, on est tout à fait d'accord, assuré et moi, ça n'a pas été pris en compte pour la prime, donc les conséquences opiacées, tac à tac, c'est bien exclu. Oui, mais comme c'est pas quand même très très clair, là, cette exclusion, est-ce que le tiers lésé, qui exerce l'action directe contre l'assureur, peut soulever devant le juge la nullité de l'exclusion, conséquence des opiacés? L'assuré peut déclarer au juge, monsieur le juge, je vous jure, on n'a pas voulu le garantir. Mais là, le tiers lésé, la victime, va dire, moi je soulève la nullité de cette clause d'exclusion. Et au titre de l'action directe, il peut le faire. Tout le monde y va être mort. Il y a plusieurs questions là. Deux questions en fait. La première, parce que vous avez évoqué... Pardon, merci beaucoup. Merci.
La première, parce que vous avez évoqué l'aléa, mais vous avez aussi parlé de la question de la communication au public. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, finalement, une difficulté dans la perception qu'a le public, le grand public, de la notion d'aléa? Parce que sur de la silent cover, quand on dit mais ça on ne voulait pas le couvrir puisque c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas à la souscription, qu'on n'avait pas anticipé, qu'on n'avait pas modélisé et donc pour lequel on n'a pas perçu de prime, les magistrats assez facilement et le grand public en général disent ben oui, mais comme le contrat d'assurance est un contrat aléatoire, vous ne l'aviez pas prévu, c'est pas grave, vous devez le couvrir puisque c'est aléatoire. Donc est-ce que finalement aujourd'hui, la nature aléatoire du contrat ne pose pas de difficulté? Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'est qu'il y a un risque inconnu dont vous n'avez pas parlé. C'est le risque que j'appellerais légal, judiciaire, conventionnel, qui fait que vous allez avoir, et c'est particulièrement vrai en RC justement, une convention, par exemple, vous excluez une convention internationale qui met à la charge de l'assuré un certain nombre d'obligations, la convention va changer. Vous excluez ou vous n'excluez pas quelque chose parce que la loi ne met pas à la charge de l'assuré un principe de responsabilité, tout d'un coup, la loi change. Or, bien évidemment, vous savez que la loi va changer, vous êtes prévenu avant, sauf que du coup, le temps que vous mettiez votre exclusion, vous êtes en RC, vous en prenez pour 5 ans avec un risque de globalisation, donc le risque finalement de devoir couvrir très exactement quelque chose que vous ignoriez au moment de la souscription, qui est non plus sur du risque technologique, environnemental, mais purement juridique. Voilà mes 2 questions. Richard, Jérôme ou Stéphane? C'est juste la première question sur la communication. On n'en est pas là dans la communication, si je puis dire. On n'en est pas là. Je vais juste vous raconter une anecdote qui montre combien encore le gap est large et qu'on a quand même des choses basiques à dire sur notre assurance et sur ce qu'est un aléa, etc. Là, nous sommes en train de rentrer dans des constats juridiques qui sont effectivement assez complexes. Mais moi, je parle du basique, de vraiment l'assurance pour les nuls. Hein. Lorsque nous avons eu des discussions avec les représentants des restaurateurs et des cafés en plein milieu de la crise, nous, à l'époque, FFA, et eux en face, évidemment, c'était extrêmement tendu, c'était extrêmement violent. Et à un moment, il y en a un qui me dit « Mais Monsieur Penet, moi, j'ai trouvé la solution. On va faire les choses, on a là un papier d'une solution pour que vous veniez en aide. Et vous allez voir, c'est très bien équilibré pour vous. » Et j'ai dit, ah bon, et comment c'est? Vous payez aujourd'hui 7 milliards d'euros, d'accord, et vous récupérez sur les primes futures. Voilà. Bon, vous voyez, quand on en est là à discuter sur des solutions de ce type-là, on voit bien que c'est toute une culture assurantielle qu'il faut qu'on donne. Enfin, c'est pas une culture, c'est des basiques d'assurance. Qu'aujourd'hui, même un parlementaire, même un conseiller au sein d'un ministère, puisqu'on les a tous vus, ne connaissent pas. Et donc, et c'est là où je dis qu'il faut qu'il y ait un véritable travail de pédagogie et de communication qui évitera que l'on soit pris, je dirais, tout de suite sur un malentendu et tout de suite sur des rapports forcément conflictuels. Donc moi, c'est ça surtout que je vise. Alors après, on a tout le reste, hein, et là, je laisse Richard et Jérôme répondre à la deuxième question. Je vais rebondir sur la première parce que j'avais noté 2 mots, éducation et communication. Je pense qu'on est le seul pays d'Europe sur lequel il n'y a pas une minute d'assurance jusqu'au bac, et même à part des écoles spécialisées. Vous allez dans une école de commerce, il n'y a pas une seconde sur l'assurance. On vous parle de fiscalité, de social, de machin. Il n'y a pas une minute d'apprentissage où on apprend aux gens à... Voilà. Les Anglais sont bien meilleurs, les Américains sont bien meilleurs. Je pense que là, il y a un peu de travail. Sur la communication, alors je rappelle, et je ne le prends pas du tout comme une offense, Stéphane, France Assure n'est pas la maison mère des assureurs. D'accord. Ils ne se sont jamais d'ailleurs positionnés comme ça. Donc une forme d'être le garant de l'image, oui, c'est partie de son rôle. Moi, je pense quand même que si on a mauvaise réputation, et il faut l'admettre, hein, c'est parfois mérité quand même. Si j'avais à la limite un reproche que je pourrais faire à France Assureur, c'est peut-être d'avoir
protéger l'image de l'assurance par rapport à des situations où certains assureurs se sont mal comportés, et il y en a qui se sont mal comportés. Par contre, de ne pas avoir mis peut-être assez en avant des assureurs qui ont indemnisé, des assureurs qui ont payé des sinistres, qui n'ont pas discuté, qui ont permis, en redonnant de l'assurance, que des grands événements sportifs qui passent à la télé ou qui vont avoir lieu en 2023 aient lieu, parce qu'il fallait avoir le courage de réassurer ces gens-là à ce moment-là. Et je pense peut-être plus de communication positive de la part des assureurs et de France Assureurs serait peut-être plus efficace que d'expliquer que monsieur le restaurateur, il a une clause et puis tel assureur a proposé 10 000 comme ça pour éviter de patati. Je pense qu'on a perdu trop de temps à défendre. Il faudrait peut-être qu'on attaque sur les qualités de notre métier. Oui, à ce propos, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas parce que vous êtes trop jeune. Quand il y a eu le premier gros incendie d'Eurostar, dans le tunnel sous la Manche, il y a eu après ça des grands placards d'une grande page dans Le Monde, dans Le Figaro, etc., etc. 2 assureurs ont fait une publication à propos de ça. Le premier assureur était un assureur français qui a dit « Faut pas s'inquiéter, nous sommes réassurés à 100%. » Le second assureur, je donne son nom, Chubb, a fait une même grande page en disant « Voilà la photocopie du chèque que nous avons envoyé hier. » On voit la différence de perception du rôle d'un assureur. Il y a le Français qui dit « Oh, moi, je suis réassuré, donc finalement, je ne vais rien payer. » Et la Merloc, allez, moi, j'ai raqué hier. C'était une semaine après le sinistre. Vous voyez, bon, voilà les problèmes de communication qui parlent. Pour revenir à la question pourrie d'Alexandra, comme d'hab, l'histoire de l'aléa législatif, l'aléa judiciaire, on connaît ça dans Picard et Besson 1938, la Bible du droit de l'assurance encore aujourd'hui. Ils disent, quand un assureur subit des conséquences dommageables d'un revirement de jurisprudence, le risque était comme ça, il devient comme ça. Quand l'assureur subit les conséquences d'une nouvelle loi, le risque d'après la loi c'était ça, ça devient ça. Ça fait partie de son job. C'est l'aléa normal, juridique, de tout contrat d'assurance. Pas d'aggravation pour l'assureur. Il ne peut pas résilier pour aggravation, etc., etc. C'était en 1938. Aujourd'hui, on pourrait être beaucoup plus nuancé quand même, à mon sens, quand on voit des revirements de jurisprudence comme ceux que je viens de vous citer. C'est quand même bizarre. Est-ce qu'il y aurait imprévision? Est-ce qu'il y aurait force majeure? Probablement pas, bien entendu. Donc, maintenant, est-ce qu'un assureur peut s'assurer auprès d'un confrère pour son aggravation de charge due à un revirement de jurisprudence ou à une nouvelle loi? La Cour de cassation parle elle-même d'aléa judiciaire. S'il y a un aléa, on peut assurer. Tu as une assurance contre les revirements de jurisprudence? Non. Sur ces derniers mots de Jérôme, on va clôturer cet atelier parce qu'on a épuisé le temps imparti. Je vous remercie, messieurs, pour votre préparation et vos interventions très pertinentes. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas de remplir l'évaluation qui se fait exclusivement par l'application cette année, pas de format papier. Et puis, bonne continuation jusqu'à demain. Merci à